Moi, je m'appelle Marcel Vigneault, je suis le garçon de René Vigneault, je suis né en 1931. Moi, c'est Clément Vigneault, je suis né au monde le 15 juillet 1932. Je suis marié avec Rosemée Pellerin. Moi, c'est Benoît, né en 36, 15 janvier 36. Marié une carrière de Warwick. On va vous parler un petit peu de peut-être des Vigneault, la famille des Vigneault. Notre ancêtre est arrivé en 1665 à Québec. Il était soldat du régiment de Carignan. Quand il a fini son 3 ans, il aurait décidé de rester et il s'est établi à l'île d'Orléans. Il a eu 3 enfants, et de ces 3 enfants-là, il a eu un qui a eu des descendants. Il était ouvrier, puis il construisait des bateaux. Puis il est parti, puis c'est en été à Louisbourg, bâti la forteresse de Louisbourg. Et quand ça a été occupé par les Anglais, avec toute sa famille. Là, lui, il a eu des descendants. Lui, il a eu plusieurs enfants, il a eu des descendants, une grosse famille. Et puis, ils ont tous été déportés pour la déportation des Acadiens. Ils ont été déportés en Angleterre, dans la Nouvelle-Angleterre, aux alentours de Boston, puis ça a été jusqu'à Savannah, en Géorgie. Et puis, le petit-fils de celui qui est arrivé à Saint-Grégoire, il est venu s'établir à Sainte-Sophie, il s'appelait Jacques. Puis surtout surnommé Jimé, il s'est envenu à Sainte-Sophie en 1864. Et puis là, c'est de là que part nous autres. Lui, il a acheté 5 terres à Péciville, dans le rang Bellevue, puis il a établi ses 5 garçons, un à côté de l'autre. Et ce qui est spécial, ça a été longtemps ici à Péciville que c'était le rang des Vigneault, là. Après ça, ça a été le rang de Bellevue, puis aujourd'hui, c'est le rang 205 Ouest. 5 Ouest. Et puis, on peut dire aussi qu'à partir du village, de la rue de Garneau, tous les enfants à partir de là, avec Bellevue, le 6e rang et le 5e rang, il y avait une classe, il y avait une école. On allait à l'école de même, on était 1 000 et demi pour l'école. Puis, quand ça s'est développé, là, ils ont été école pendant 3 ans dans des maisons privées. Ils ont mis là, il y avait trop d'enfants, là. Le monde arrivait pour travailler à Forano, là, avec des familles, puis s'établissait dans le bord du village, là, puis ça a duré sur 3 ans qu'on a été école, 3 ans, là, dans une maison privée. Mon grand-père, lui, il est mort en 1939. Puis là, c'est mon père qui a pris la place de mon grand-père. Comment ça s'est fait, on ne sait pas, on était trop jeunes dans le temps. Puis ma mère, à l'arrivée là-dedans, il était toujours 15-16 à la maison. Lui, il a élevé la famille, il a gradué d'élever la famille de son père. Parce que mon père était le plus vieux. Il était le plus vieux, il était celui qui a eu bien. Donc, moi, j'ai été élevé avec mes oncles, mes tantes. Okay. Moi, j'étais à tous les mariages de mes oncles, mes tantes à Port-de-Une. Elle s'est mariée le même matin que mon père. C'était en 1930. J'étais pas au monde. Puis la dernière que mon père a marié, c'était le 17 août 50. Puis là, cette journée-là, on a eu l'électricité, tout le monde a eu l'électricité dans la province. Il y en avait qui l'avaient ailleurs. Mais c'est cette journée-là que les courants étaient mis à peu près partout en même temps. Il y en a qui disent 17, 18, 19, en tout cas. Ben ça, moi, c'était 1950, le 17 août, que tout le monde a eu le courant. Parce que nous autres, on n'avait pas l'électricité à Bellevue. Personne n'avait. On ne l'avait pas. Il y en avait dans le 10, il y en avait dans le 11 de Péciville, mais à Bellevue, on ne l'avait pas, nous autres. OK. Personne n'en avait. Ça a été mis en même temps, là, ils ont tiré sa planche. Et puis, c'est mis partout la même journée. Je suis occupé beaucoup de l'agriculture, dans les expositions. J'ai travaillé très fort là-dedans. Après ça, j'ai une vache qui a été nommée la 2e meilleure éleveuse du Canada. Ça, c'est pas grand-chose. Cette vache-là, elle a fait une 20aine d'expositions, même Toronto.
plusieurs fois, là, pas rien qu'une fois. Là. À 12 ans, elle était encore à Toronto. Elle n'a jamais été battue plus loin que 3e place dans les troupeaux qui avaient 20-25 bêtes. C'est une affaire que... Après ça, dans les années 65, nous autres, on avait été dans le bois, moi et Marcel. Puis, en 50, on voulait s'établir, on voulait ramasser de l'argent. Là, quand on est revenu au printemps, on a acheté, mon père avait acheté un tracteur. Puis, ça commençait, l'agriculture, elle grossissait, là. On y avait prêté notre argent pour qu'il arrête au tracteur. Il y avait une arche, une chose, il n'y avait pas tous les outils qu'il y avait là. Mais cette machinerie-là, on a toujours travaillé en société, hein, tout le temps. On n'a jamais payé de machinerie-là. Ça s'est fait de même. Parce que lui, il s'est établi dans le 10e rang, là, à Plessisville. Puis, on fait les foins, les trois terres en même temps. Trois terres en même temps. Trois terres ensemble, avec une machinerie. Ensemble, OK, donc vous avez... donc, on n'avait pas d'affaire à acheter de machinerie. On a sauvé bien gros. Moi, j'ai sauvé bien gros d'argent sur la machinerie. Bien gros. Ce qui arrive, la machinerie était pas mal plus rentable. Là, la faucheuse, elle fauchait pour les trois terres au lieu de faucher pour une. Non? En 1960, on vendait le prix du lait 1,90 $ du 100 livres. Du 100 livres, là, c'était aujourd'hui, là. C'était pas gros, là. Puis, moi, j'avais été dans le bois, puis on avait été avec... dans le bois, il y avait du syndicat. Puis, on faisait l'ordre, ce qu'on faisait au Québec, dans des mêmes chantiers. Après, il a été au chantier en Ontario. Il était 6 ans dans le bois, parce qu'il a été 4 ans et demi, lui. Oui, on va en parler plus tard. Puis, nous autres... c'est ça. Là, quand je suis sorti de là, les chevaux étaient malades. Puis, je suis arrivé chez nous le vendredi soir, vendredi après-midi, débarqué sur le train. Puis, le lundi matin, je travaillais à Montréal. J'étais déjà placé à Montréal. Puis, j'ai travaillé là jusqu'en 60. Puis, en 65, moi, vu que j'avais eu du syndicat là-bas, puis que j'aimais l'agriculture, je me suis impliqué pour fonder le syndicat du lait, le syndicat des producteurs de lait. Puis en 67, il a pris forme là, en 67. C'est de faire respecter nos conditions de travail, avoir du bon lait, que tout le monde peut payer le même prix, que tu passes pas n'importe quoi. Il y avait deux catégories de lait dans ce temps-là. Il y avait ceux qui vendaient le lait pour le lait nature, et ils étaient payés pas mal plus cher. Il y a eu un temps, tu sais, comme tu en avais dit, il se faisait du bon lait puis du méchant lait. C'était pas ça, il était payé plus cher parce que d'ailleurs, quand le lait est aujourd'hui encore vendu en détaillant en pain, il est vendu plus cher au plus cher que celui qui va faire du beurre avec. Même en 55, eux autres, les producteurs de la nature, il y avait deux producteurs industriels nature. En 55, ils avaient fondé le syndicat, eux autres. C'est là qu'ils ont tout, qu'on avait vu qu'eux autres en se regroupaient, qui étaient capables d'avoir un meilleur prix, négocier les prix avec les usines. Dans ce temps-là, on devait être à peu près 38 000 producteurs de lait. Dans ce temps-là, aujourd'hui, on est à peu près 7 000. Moi, j'ai fait du poulet pendant 28 ans, 29 ans de temps. Puis j'étais syndiqué, encore là. Dans ce temps-là, on vendait le poulet à 4 cents de la livre. Puis après qu'on a été formés, là, c'était plus l'usine qui nous payait, c'était nous autres qui étaient propriétaires des poulets. Puis on négociait nos prix en groupe. Surtout, ça nous a payé, ça nous a permis de bien vivre. De vivre mieux, là. Bien vivre. Hein? C'est toujours, c'est pas à cause que je suis un syndicaliste, mais je comprends, tu sais, comment il faut que tu fasses pour avoir un prix. Je me suis marié en 57. J'ai été jusqu'en 60 à Montréal. Puis en 58, j'ai acheté ma terre dans le 10e rang, sur la terre d'Albert à côté. Puis on a eu, je suis marié avec Rose et mes pèlerins qui vient de Saint-Rémy-de-Tinoué. Puis on a eu 4 enfants, puis les 4 sont sur des terres. Puis de ça, là, on a 12 petits-enfants, puis 18 arrières. Puis dans les arrières, on en a déjà 3 qui sont sur des fermes.
Il y a 2 filles, puis il y a un gars qui sont sur des fermes, propriétaires de fermes, là, aujourd'hui. Moi, on m'a parlé de mon grand-père, commencé. Il s'est dit que c'était des millions. Il s'est marié en 1902. En 1910, il a été bâtir une maison dans l'Ouest canadien. En 1911, il est monté là avec sa famille. Il était 2 frères qui ont monté là-bas. Puis il y en a une, elle se trouvait loin des médecins, elle est enceinte. Elle était à 25 minutes du médecin, en voiture. Fait qu'elle dit, moi, je reste pas ici. Fait que c'est là qu'ils ont venu se rétablir les civils. Fait que ça veut dire qu'on est resté 3 mois dans l'Ouest canadien pour venir se rétablir ici. Puis quand ici, la manière qui est établie, nous autres, on était bâtis sur une partie de terre qui appartenait à Denis. Puis Pierre, il était bâti sur une terre qui appartenait à Joseph. Comme je te parlais tout à l'heure, là, les 3 terres, il y a plein de morceaux de terre de l'un pour l'établir, il y a plein de morceaux de terre de l'autre pour l'établir sur celui-là, pour que les 3 maisons puis les 3 fermes soient proches pour utiliser 1-2 ponts. Parce que c'était quelque chose, quand on regarde les ponts, que je pense à ça aujourd'hui, là, il y a tout un quai de fait, là, puis c'est encore là, ça a été fait, c'est pas encore démanché, ça là. Puis, les autres, on avait la plus petite terre, on avait juste 5 arpents-de-l'air. Les autres avaient 8. Puis on est la seule famille qui est restée sur cette terre-là. Nous autres, on avait une terre de roche. Les autres avaient une terre, pas beaucoup de roches. En 30, ils ont racheté 2 lots. 10 arpents de l'air, 2000 de long. Puis c'est là qu'ils ont commencé à faire de la terre, qu'ils ont arrêté de faire de la terre là, ou faire de la terre sur cette terre-là, parce qu'il n'y avait pas de roche. Là-dessus, il y avait une érablière. Ça fait que là, avec ça, il y avait une érablière, fait qu'ils étaient capables d'avoir du sirop pour eux autres. Ça s'est fait en 30. En 47, ils ont racheté encore 2 lots. Ça, c'est mon père. Il a racheté 2 lots à l'autre bout, le bout de la terre. Une qu'il a rachetée en 39. Il était à 2 producteurs dessus qui lui avaient mis dessus. Fait qu'ils ont dit, on va mettre, il y en a un qui va mettre, puis si tu acceptes ça, on va diviser en 2. Fait qu'ils ont dit à terre, il y en a un qui a mis dessus, il l'a eu, là, ils ont divisé en 2 après ça. Lui, il a une partie, moi et l'autre. Moi, j'ai une famille, j'ai 5 enfants. J'ai une fille, 4 gars. Mes gars sont tous, il y en a un qui est sur la ferme, un qui travaille pour l'Hydro-Québec, l'autre travaille pour la Cielo Montréal, puis l'autre travaille à la coopérative de Victoriaville. J'ai 18 petits-enfants. J'en ai 4 arrières. J'ai commencé à 14 ans à travailler à la maison. Et puis, moi, il y avait les mouvements d'Action catholique dans le temps. Moi, j'ai embarqué là-dedans tout de suite. On avait des équipes, là. Et ça a été formateur pour moi, ça, terriblement. Parce que dans le mouvement d'Action catholique, on nous montrait à voir, juger et agir. Voir un problème, le juger et l'agir. Et ça, dans ma vie, ça m'a aidé énormément. Là, j'ai été secrétaire de la JACP civile, responsable régional en 48, en 49, responsable diocésain, de 49 à 52. J'ai été avec Clément au chantier, on a été dans un chantier coopératif, et puis ça a été encore toute une expérience de vie, très belle expérience. On nous veillait tard le samedi soir, puis le dimanche matin, des fois on se faisait tirer l'oreille, puis se lever, il nous disait 2-3 fois avant qu'on se lève. Mais là, quand on est arrivé au chantier, le camp n'était pas bâti, puis on est resté dans la boutique de forge, puis c'était une boutique de forge faite avec du bois rond. Tu voyais le jour au travers comme ça, parce que les stupes n'avaient pas encore été mis. Puis on s'est couché là, on a monté nos lits, puis on s'est couché là, puis on couchait habillé, l'autre avec nos bottes. Puis me réveillais là, 3 fois par nuit pour chauffer le poêle. Ça faisait bien différent avec la maison. Ah, puis on avait fait pour monter là à peu près 10 000 de parterre en bateau, en chaloupe. Dans deux parterres. On faisait 1 000, ah ouais. On faisait 1 000 à pied, qu'on transportait toute notre linge, toutes nos affaires. Alors, on prenait une chaloupe, ça fait à peu près 8-10 000 pour faire le tour pour arriver au camp. Puis 3-4 jours après qu'on était arrivé là, le camp il broutissait, le camp a écrasé. Ben oui.
Le crabe a écrasé, ça fait que tous les bûcherons ont participé à construire le quai. Fait que moi, j'ai été 4 ans là, au chantier. Puis la dernière année, j'ai toujours été avec lui. Puis on travaillait ensemble aussi pour ça. Et puis la dernière année, j'ai arrêté aux fêtes parce qu'après les fêtes, je voulais me marier puis là, je voulais suivre les couples préparation au mariage. Dans ce temps-là, c'était assez important. Les couples préparation au mariage, il y avait 12 cours, plus 3 jours de retraite, 3 jours de retraite, de réflexion, si on peut appeler, là, 3 jours de réflexion après. Là, après ça, une fois que j'ai été marié, la première année, ils sont venus me chercher pour donner un cours de préparation au mariage. On donnait le cours dans l'attente de l'enfant. On avait commencé ça, à fin de compte, ils ont décidé à y aller, ils ne voulaient pas y aller, ils voulaient décider d'y aller. À fin de compte, on l'a donné pendant 14 ans. En dernier, on n'a pas de haut donné ce cours-là. Après ça, on donnait la méthode symptothermique, qui était une méthode de régulation des naissances. On allait expliquer ça là-bas. Comme on était habitué toujours à travailler avec des problèmes, puis là, une fois mariés, on avait les problèmes, puis on n'avait pas de solution, on ne pouvait pas discuter avec les autres. Enfin, on s'est réunis des groupes de jeunes foyers qu'on appelait, hein? On discutait de nos problèmes, l'argent, les enfants, ainsi de suite, comment ça se vivait. Après ça, j'ai été président j'ai été à l'UPA, j'ai été secrétaire et puis président. Quelque chose qui était spécial, vous avez pris une petite note, c'est que dans ce temps-là, il fallait que tu ailles voir le gars qui paye sa cotisation, parce que c'était pas obligatoire. C'était pas obligatoire de payer sa cotisation. Il fallait aller le convaincre. C'est fait qu'on avait du chemin à faire. Te rappelles-tu comment ça coûtait? Ah oui, ça coûtait pas faire. 2 piastres et demi. J'étais commissaire d'école de 67 à 70. Il y a 3 choses que vous parlez peut-être. J'étais là, c'est moi qui ai signé, j'étais président, c'est moi qui ai signé quand on a fait la fusion avec la commission scolaire de Boisfranc. Comme de quoi que la commission scolaire était fermée, puis ça reformait, c'est moi qui ai signé ça. Tout à l'heure, on parlait des vaches montant de l'Abitibi. On a monté des vaches pendant 70 ans à l'Abitibi, qu'on embarquait dans le train avec les vaches. Pendant ça durait toute la semaine pour aller livrer les vaches en Abitibi. On a déjà parti à Plessisville avec 120 vaches. Il y avait 12, ça veut dire qu'il y avait 10 chars, 10 trains, là. 10 wagons pour monter. Bon. Que Timmermans, lui, on était à ses hommes de confiance. Ça fait que d'autres, il a quasiment fait un rapport quand on revenait comment est-ce que les vaches avaient été gardées à monter. Dans 5 jours, il fallait que tu aies de l'eau. Il faut être du foin, il faut être de la moulée, il faut que tu tires les vaches. C'est pas ces vaches-là, c'était des bonnes vaches. Puis Timmermans, c'était un gars qui aimait que l'ouvrage soit fait comme il faut. Puis quand on revenait, là, il s'en venait chez nous, puis il nous demandait comment ça s'était passé le voyage. Ça prenait 2 jours à monter un char, il faut la faire des auges, il faut la faire des attaches pour les attacher, il faut la rentrer de la pôle puis du foin. Puis Timmermans, ça avait confiance à nous autres. Puis nous autres, on couchait à la porte. On couchait à la porte pendant 5-6 jours. Bon, c'est pas que là, il manquait du commerce. Là, les gars ne savaient plus quoi faire avec les vaches. Denis Mignon, il ne s'occupait pas de ça. Ça fait que il a fait une réunion, puis j'avais été à la réunion, puis là, discuter de nos problèmes. C'était pour discuter de nos problèmes. Puis c'est là qu'a été fondé, c'est là que ça a parti, les éleveurs progressifs. Là, ils m'ont nommé président. Puis là, pendant 1 an de temps, on a étudié comment faire notre affaire, comment bâtir ce mouvement-là. Puis au bout d'un an, là, on était capable d'avoir notre lettre patente, pas notre lettre patente, mais peut-être enregistrée au gouvernement, là, comme de quoi les éleveurs progressifs. Puis on a eu de la misère, là, parce qu'ils ne voulaient pas. Il a fallu que je parler au député du coin ici, là, 2 fois. Puis la deuxième fois, il ne s'est pas réglé encore, puis là, ça s'est réglé par après. Et ils ne voulaient pas qu'on aille. On voulait juste les éleveurs progressifs. Là, ils ont dit les éleveurs progressifs de Mégantic. Parce qu'il y avait peur qu'on nuise à d'autres dans la région. Là, le gouvernement, il voyait ça. Ça fait que le but de ça, c'était pouvoir promouvoir, défendre, développer les intérêts professionnels, puis économiques et sociaux de nos membres. On a été les premiers
à avoir comme règlement pour les directeurs, tu as le droit d'être 2 ans, 2 termes de 3 ans. Un point, c'est tout. Après ça, laisse 1 an. Là, tu pourras revenir pour faire les 2 autres termes si tu veux. Parce que notre agronome, il trouvait qu'il y avait des gars, on va donner un exemple, là, il y avait un gars qui était directeur de la coopérative, de la Caisse populaire à Péciville, il faisait 27 ans. Il se pétait un bretel. Moi, là, ça fait 27 ans que je suis directeur, on n'était pas capable d'emprunter de l'argent. La Caisse n'était pas, elle ne s'occupait pas vraiment de ceux qui en avaient besoin. Hein. On voyait qu'il y avait un manque, ça fait que notre. Nous autres, on a dit on va ôter ça, puis on va mettre. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs mouvements, là, ça marche de même. À l'âge d'or, c'est venu là aussi. Là. Les événements progressifs. Ça a été bien fort, là, parce que là, nous autres, on a. À la 2e année, il y avait 225 cultivateurs qui étaient membres de ça. Puis c'est aux alentours aussi, là. Lister, Laurier-Ville, on était à 225 membres, puis ça a duré ça pendant 10 ans. Là, nous autres, on s'est engagé un gérant, et puis là, lui, là, on s'est aperçu que, supposons que moi, là, les gars, ceux qui vendaient des vaches à M. Timmermans, là, il y avait des vaches à vendre, là, puis il ne savait pas où les vendre. Ben, des fois, le deuxième voisin, il en voulait une, puis il ne savait pas, lui. Fait nous autres, on a engagé un gars comme gérant, puis lui, nous autres, on chargeait 3% du prix de la vente pour payer le gérant. Et puis le gérant, lui, on faisait. Supposons que moi j'avais une vache à vendre, on était membre là, des événements progressifs. Supposons que j'avais une vache à vendre, je disais au gérant, celui qui voulait acheter une vache, il disait au gérant, ça fait que lui, il nous mettait en communication, puis ça a marché. Au bout de 7 ans, là, bien que c'est pas gros ça aujourd'hui, là, mais au bout de 7 ans, on avait vendu pour 1 million. Dans ce temps-là, le prix des vaches n'était pas le prix qu'aujourd'hui, c'était à 250 $, 300 $. Là. Et puis, ce qu'on a fait, Denis Rémillard, c'est un gars qui était bien fort sur la publicité. Il était très fort sur la publicité parce qu'il voulait que. Lui, il était très fort sur ça. Ça fait qu'on a fait des pancartes aux 4 coins du comté. Des pancartes qui avaient 10 pieds de large ou 8 pieds de haut. Qui annonçaient. Quand tu arrivais là, tu as marqué les événements progressifs du comté de Mégantic. Il y en avait une à Lourdes, puis on a posé 5-6 là. 5-6. Ça, c'est une affaire. Comme Denis Rémillard était très fort sa publicité, on avait sorti, du temps qu'on était là, on avait sorti des noms de vaches. Lui, il disait que les noms de vaches, là, bon, il disait tu peux pas tout appeler la vache Coyette, là, puis tu peux pas. Le gros qui donnait à une vache qui n'aimait pas le nom de la belle-mère, ça fait Denis Rémillard, il a réuni des jeunes puis des femmes, donc à 7 du comité. Ils ont sorti un livret de noms de vaches. Et puis lui, il avait envoyé ça. Lui, il s'occupait de la publicité. Il avait envoyé ça à tous les journaux. Ça fait qu'il y a un gars de M. Fouguilla qui travaillait pour la presse, un grand journaliste de la presse. Lui, il avait appris ça. Imagine-toi, ils ont pris des noms de vaches, ils ont pris le dictionnaire. Puis on a pris des noms là-dedans, puis ça fait un nom, les noms qui commençaient par A, B, C, D, ainsi de suite. Puis quand il a vu dans le thé, le mot tabarnak embarqué là-dedans. Ça fait que là, Fouguilla, il a vu ça tout de suite. Après, il y a un article sur la presse à cause de ça, les noms de vaches, puis le tabarnak. Tout ça. Là, on a reçu un téléphone de Radio-Canada. Jacques Boulanger donnait, il y avait une émission qui était de midi, 11h, midi et demi à 1h30. Une émission, et puis tout le monde, il y a une sorte de choses. Fait que là, il voulait entendre parler des noms de vaches. Il a des Rémillard, c'est toi qui es président, c'est toi qui vas aller là. Puis j'écoutais cette émission-là le midi. Puis quand il a fini l'émission, il avait dit demain, je vais aller là le lendemain, moi là. Il dit demain, il dit on va avoir du fun, il dit avec les noms de vaches. Il dit on va rire, il dit on va rire avec les noms de vaches. Il dit moi tiens, aller là-bas, tu fais rire de moi, voilà, je me suis organisé, je me suis là, à crainte un peu.
La fois que là, j'ai expliqué que pour les noms de vaches, quand on arrive avec un troupeau pur sang, pour avoir un troupeau, si la ferme s'est enregistrée, pour qu'il y ait un préfixe, donc un préfixe, pour que ce soit enregistré au gouvernement, et ça, il n'y a qu'un préfixe par ferme. Moi, chez nous, j'avais choisi le nom Vigneault, Vigneault. Cette vache-là, elle s'appelle Coteau Vert, Najad 53M. Bon, Ça dit. Ça ici, le coteau vert, ça veut dire c'est le nom de sa ferme. Ça dit la lettre N, ça veut dire l'année que la vache est née. Et nous vont. Quel moment, l'année. Parce que c'est ça que j'ai été vous expliquer là-bas. Et puis, je vous ai expliqué aussi qu'aujourd'hui, nous autres, on était d'un premier, je ne dis pas le premier que tu as fait, là, d'un premier à faire la transplantation embryonnaire. Tu sais quoi, la transplantation embryonnaire? Bon, transplantation, une vache, normalement, elle donne un veau par année. Avec la transplantation embryonnaire, on va booster la vache, au lieu d'avoir un qu'un ovule, avant d'en produire plusieurs, on insémine la vache, elle va avoir jusqu'à 20-25 veaux. Là, au bout de 16 jours, on va rechercher les veaux, puis on les transplante dans les tares qui sont en chaleur quand c'est le temps. La transplantation. Donc, on arrivait là, la même vache, elle pouvait avoir 10 veaux, là, à peu près en même temps. On ne peut pas tout lui donner le même nom. C'est pour ça qu'on avait sorti les noms de vaches, là. Puis là, j'avais dû vous expliquer ça. Et puis, le bateau, là, il n'a pas ri pantoute. J'ai pas fait rire de moi là-bas, soyez-en certains. Puis, d'ailleurs, après, là, il y avait des personnes, là, qui sont venues me trouver, puis ont dit, c'est-tu bien vrai, ça, qu'une vache peut avoir 10 veaux en même temps, là, 10 embryons? D'ailleurs, on peut... Faut pas dire ça, là, mais tout de même, là, c'est les mêmes remèdes là, qui ont été pour les madames qui voulaient avoir des enfants, qui n'étaient pas capables d'avoir, c'était à peu près les mêmes médicaments, là. Faut pas insulter personne avec ça, là, mais... Si on prend ma mère, quand elle s'est mariée en 30, à l'arrivée d'une famille qui avait 14 enfants. C'était pas drôle, là. Puis quand son père est mort, quand le père à mon père est mort, c'est ma mère qui a tout pris, la balance des 4, il en restait encore 4 à la maison que mon père a marié, un après l'autre. Ma mère, elle s'appelait Aldéa Ducette, puis ils ont eu 10 enfants, nous autres. Mais ils ont établi sur des terres 8 de ses enfants. Joseph, le père à Poupal, là. Puis quand Poupal disait, ils sont tous dans le Tibi, il disait, ben, on voyait envoyer un cheval. Fait que Poupin attelait un cheval. On avait des chevaux qu'on élevait. Puis ils les envoyaient dans les Tibi. Puis ma mère, elle, a toujours fait à manger à peu près 15-16 personnes par jour. Avec sa belle-mère. Parce que toujours, bien entendu, elle travaillait ensemble, ils ont été élevés ensemble. Puis quand ma grand-mère est morte, elle faisait un cancer, puis elle était en haut pendant le mois de temps, puis une de ses filles avait dit « Je vais t'emmener chez nous ». Ma grand-mère a dit « Non, elle dit, je reste ici ». Avec 10 enfants, nous autres on était 10 enfants, en 48, puis elle est morte chez nous comme ça. Mais elle a vraiment monté en haut un moment pour dire envoyer à manger. Hein. Ah ben non, il y avait des enfants. Ben mon maître, c'est à manger. Mon maître, c'est une personne qui... Mon maître, c'est une personne qui était organisateur. Fait qu'elle disait, petit gars, va me faire à ma mère. Hein? Elle a travaillé, elle déléguait pour tout faire ce qu'elle a fait. C'était pas drôle, là. Plusieurs familles ont vécu ça. Elle n'avait pas les commodités qu'on a aujourd'hui, là, c'est ça qui arrive. Hein? Le vendredi, elle cuisait 27 pains. Puis on en avait pour la semaine. Elle avait un four, puis elle mettait ça dedans, puis le soir, elle sortait ça de là, puis l'autre, les petits gars, on en a ça à canne. On ramassait là une grosse boîte de carottes de 4 pieds carrés pour manger dans l'hiver. On se nourrissait très bien. Hein? On avait des bêtes, une grosse carotte de bête qui avait 4 pieds carrés avec du sort dedans, on mettait des bêtes là-dedans. Des choutiames, à la maison, on avait des grands backstars. De la chercher choutiame, on mangeait, on a toujours bien mangé. En étant cultivateur,
j'ai rêvé d'avoir la plus belle vache du Canada, puis la meilleure, et puis ça m'en a pris 2. Ça pour réaliser mon rêve. Parce que moi aussi, j'ai eu une vache qui est arrivée, elle était au Canada, à l'âge de 2 ans. Elle était la deuxième meilleure en gras, puis la 5e meilleure en lait, la même vache. Et puis après ça, j'étais à chercher une autre vache, une que j'ai élevée, là, ça, elle a jamais été battue dans les expositions quand elle était, là, j'étais à Toronto, Madison, Wisconsin. Puis j'ai vendu 2 taureaux au centre d'insémination aussi. Ça, c'est pas toutes les fermes. Là, il y a des grosses fermes qui en ont vendu, là, mais une petite ferme comme on avait, là, j'ai vendu 2 taureaux au centre d'insémination. J'étais bien fier de moi. Puis j'ai fait des expositions moi aussi en même temps que Clément. Là, puis j'étais à Toronto. Une année à Madison, au Wisconsin. Ben moi, le souvenir que j'ai, moi, ça, je peux dire, moi, à l'âge de 12-13 ans, j'allais acheter ma tante, puis il faisait l'école à l'autre. Fait que là, je faisais sa voiture, puis je montais à l'autre, puis je ma tante, puis je la ramenais chez nous, à 12-13 ans. C'est pas vieux pour conduire un cheval dans un grand chemin. Puis on faisait ça. C'est des choses qu'on n'oublie pas, ça, ça veut dire qu'on commençait de bonheur à travailler. Après l'école, tu dis, tu as le cheval, tu vas virer à l'autre, tu reviens, c'était quelque chose. Ça c'est la grange de Pierre Vigneault. Ah, qui était bâtie à Plessis-Ville. La maison était avant, les tables étaient en arrière. Pour aller dans les tables, dans le coin de site, il y avait une petite bâtisse de pas 12 pieds carrés. Il rentrait là-dedans, il repartait, puis il rentrait dans la table de bord. Il sortait par dehors pour aller dans les tables. Puis il n'y a pas de porte entre les tables, il y avait une bout. Lui, il a bâti ça une table de même. Dans les tensions, mais qui grossissent, il bâtirait une maison. Puis il a vendu avant, puis c'était resté aussi que le Vigneault reste aujourd'hui. Il était ingénieux parce qu'il y avait un moulin à vent qu'on appelle, là. Ouais. C'est une roue à peu près 3 pieds de l'eau, ça grange. Puis elle pompait de l'eau. Puis il y avait un gros réservoir à travers le foin. Donc, en 1900 quelque chose, là, 10 à peu près, là, ouais. Il y avait l'eau à la champlure dans la maison. Parce que le réservoir de foin était dans la grange, il était dans le foin, il ne gelait pas l'hiver. Puis il y avait de l'eau à la champlure. C'était vraiment ingénieux, ça, là. Il y en avait 2 de même des frères de mon grand-père. Là. Ça, ici, c'est une charrue qu'on a vue sur Jean-Pierre Barry. Ben, elle nous appartient, cette charrue-là. Toutes nos terres ont été labourées avec ça. Ça prenait 4 chevaux, comme que ça dessus, pour travailler, pour être capable de traîner ces charrues-là. Ils labouraient des noisettes, des trames, ils coupaient les trames, puis les sources, ça virait à l'envers. Ça labourait 2 pieds d'épais, 1 pied et demi, 2 pieds d'épais, 30 pouces de large. Puis cette charrue-là, elle existe encore. On l'a vu sur Jean-Pierre Barry. Ça, c'est un de mes gars qui est titre, là. Puis l'autre, c'est Jocelyn Marcoux. Elle a servi partout à peu près. Elle a servi partout à peu près. Les Vigneault ont toujours travaillé en groupe. Ça a toujours été des bâtisseurs en groupe. Tu ne bâtis pas tout seul. Ça, c'est impossible. Il faut être quelqu'un pour... un groupe pour faire de l'ouvrage. Ça va la ferme chez nous. On appelait ça le collège des bons hommes. Non, mais c'est une grosse... Regarde, cette maison-là, c'est la maison que mon grand-père a bâtie en 1906. Là. Il était resté dedans en 1906. Puis il y a 4 étages là-dedans. Là. Il y a la cave, puis regarde, tu as le haut, tu as 2 étages complets, carrés, plus le sous-sol qu'on marchait debout dedans. Puis il y avait encore le pignon, là, qui d'affaires à porter ça, là.